Il fut chassé du restaurant pour ses vêtements modestes et sa peau sombre. Une erreur fatale. Ils ignoraient que ce vieil homme humilié reviendrait en moins d'une heure pour changer à jamais le destin de chaque âme présente dans cette salle élégante. « Dehors, maintenant !» La voix d'Antoine, le serveur, fendit l'air comme une lame glaciale. La salle luxueuse, auparavant emplie du murmure des conversations et du cliquetis des couverts, se figea. Tous les regards se tournèrent vers la table dans le coin, où M. Dubois, le vieil homme aux cheveux gris, restait assis, calme. Il fixa le jeune homme, imperturbable. « Vous n'avez pas entendu? Je vous ai demandé de partir, » répéta Antoine, plus fort, le mépris évident sur son visage. Les convives aux tables voisines échangèrent des regards gênés. Une femme au collier de perles murmura quelque chose à son mari, qui haussa les épaules. Personne n'intervint. L'humiliation se déroulait comme un spectacle silencieux. Antoine fit un pas en avant, son arrogance grandissant avec la passivité de l'assemblée. Ce n'est pas un refuge. Ici, nous servons de la nourriture, pas la charité. Des gens comme vous font fuir notre clientèle. L'insulte plana dans l'air. Monsieur Dubois, le vieil homme, bougea enfin. Il plia lentement la serviette en tissu, la posant à côté de son assiette intacte. Sa dignité était un défi silencieux à l'agressivité du serveur. Il ne dit pas un mot, mais son silence était plus éloquent que n'importe quel cri. La gérante, Sophie, s'approcha, non pas pour aider le vieil homme, mais pour cautionner l'ordre de son employé. Elle regarda Monsieur Dubois avec un dégoût profond. Antoine, se sentant soutenu, saisit le bras de Monsieur Dubois. La peau ridée se contracta sous la force des doigts jeunes. « Levez-vous et partez, tout de suite, ou j'appelle la sécurité. » Le visage de Monsieur Dubois resta serein, mais ses yeux se fixèrent sur ceux du serveur. Une lueur d'acier transparaissait derrière le calme. Comment ce jeune homme pouvait-il savoir l'erreur qu'il était en train de commettre? Cette histoire vous bouleversera, mais sa fin est encore plus puissante. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer le rebondissement qui laissera tout le monde bouche bée. L'odeur d'ail et d'huile d'olive provenant de la cuisine envahit les narines de Monsieur Dubois. Et un instant, il n'était plus là, sous l'étreinte ferme d'Antoine. Ce parfum le transporta 40 ans en arrière, dans la même cuisine, mais vu d'une perspective très différente. Son esprit ne remonta pas le temps, il y fut arraché. Il se revit jeune, les mains plongées dans l'eau chaude de l'évier, frottant des assiettes sans relâche. L'ancien gérant, un homme à la moustache fine et au regard sévère, hurlait des ordres. Mais au milieu du chaos, il y avait un point de lumière, le sourire de sa femme, Émilie, qui travaillait comme serveuse. Pendant les pauses, elle s'approchait et lui murmurait « Un jour, mon amour, nous nous assiérons à l'une de ces tables. Tu commanderas le plat le plus cher et je porterai ma plus belle robe. » Il lui souriait en retour, la fatigue s'évanouissant. Ce rêve était le carburant qui le faisait tenir les longues nuits de travail. C'était la promesse d'un avenir qu'ils construiraient ensemble, loin de cet évier graisseux. Le bruit d'une assiette qui se brise le ramena à un autre fragment de mémoire. Le gérant l'accusait injustement d'avoir volé une bouteille de vin. « Je n'ai pas fait ça, monsieur », implora-t-il, la voix tremblante. Émilie tenta de le défendre, mais en vain. « Vous êtes viré, voleur », dit le gérant, jetant son dernier salaire à terre. L'humiliation brûla plus que la pauvreté. Il sortit par la porte de derrière, ressentant non seulement la perte de son emploi, mais la douleur d'être jugé pour quelque chose qu'il n'était pas. Cette nuit-là, sous la faible lumière d'un lampadaire, il jura à Émilie « Je vais réussir. Pour nous, je vais construire quelque chose de si grand que personne ne pourra plus jamais m'humilier ainsi. » Les années passèrent. Des années de lutte, de petites entreprises qui grandirent, d'investissements audacieux qui portèrent leurs fruits. Émilie partit trop tôt, victime d'une maladie subite, et ne put voir l'empire qu'il avait bâti, mais la promesse demeura. Lorsqu'il apprit que le restaurant était à vendre, en faillite et oublié, il n'hésita pas. Ce n'était pas par vengeance. C'était pour elle. C'était pour s'asseoir à cette table, commander le plat le plus cher et sentir sa présence à ses côtés, tenant la promesse faite des décennies auparavant.
C'était pour transformer ce lieu d'humiliation en un monument à leur histoire d'amour et de dépassement. Tout cela lui traversa l'esprit en un clin d'œil. La voix d'Antoine, forte et irritée, le ramena à la réalité brutale. « Vous êtes sourd, monsieur? Je vous parle !» La prise sur son bras s'intensifia. L'odeur d'ail semblait maintenant rance. Monsieur Dubois regarda la chaise vide à côté de lui, où Émilie aurait dû être assise, souriante. La douleur de son absence se mêla à la rage de l'humiliation présente. À cet instant, l'hésitation disparut. Il n'était plus là seulement pour honorer une mémoire, il était là pour donner une leçon. D'un mouvement lent et délibéré, Monsieur Dubois libéra son bras de l'étreinte d'Antoine. La force contenue dans son geste surprit le serveur, qui recula d'un pas instinctivement. Le vieil homme ajusta son simple veston, le tissu usé contrastant violemment avec le marbre poli et les cristaux scintillants du restaurant. Son désir était simple, presque enfantin. Il voulait juste s'asseoir à cette table, celle du coin avec vue sur le petit jardin intérieur, et commander le filet au poivre, le plat dont Émilie et lui rêvaient. Il voulait passer commande, manger en silence, et sentir que, d'une certaine manière, elle était là avec lui. C'était un acte de clôture, un pèlerinage personnel. Il leva la main, un geste discret pour appeler le serveur. Antoine le vit, leurs yeux se rencontrèrent une seconde, et le serveur lui tourna délibérément le dos, marchant vers une table où un couple de touristes riait bruyamment. Monsieur Dubois attendit. La patience était un muscle qu'il avait exercé toute sa vie. Il observa Antoine prendre la commande du couple, rire à une blague de l'homme, suggérer un vin cher. Le temps s'étirait. 5 minutes, 10. Chaque seconde était une petite humiliation, une piqûre d'invisibilité. Il n'était pas un client, il était un obstacle à ignorer. Voyant qu'Antoine ne viendrait pas, Monsieur Dubois tenta une nouvelle approche. Il vit la gérante Sophie près du comptoir, vérifiant quelques commandes. Avec un effort qui lui sembla immense, il se leva et marcha lentement vers elle, la dignité à chaque pas. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit-il d'une voix calme et respectueuse. « J'aimerais voir le menu, s'il vous plaît. » Sophie leva les yeux du papier et son visage se transforma. Le sourire professionnel qui était là une seconde auparavant se défit, remplacé par un masque d'impatience et de mépris. Elle le mesura de haut en bas, son regard s'attardant sur ses chaussures usées et son veston râpé. « Antoine !» appela-t-elle sans s'adresser à Monsieur Dubois. « Réglez ça !» Le mot « ça » résonna dans l'esprit de Monsieur Dubois. Il n'était pas une personne, il était un problème, une chose. Il sentit le sang lui monter au visage, mais il ravala sa colère. Ses mains, cachées dans ses poches, se serrèrent en poing. Il retourna à sa table, l'échec pesant sur ses épaules. L'obstacle n'était pas seulement un serveur arrogant, c'était le système de cet endroit, un système qui le jugeait par l'apparence avant de lire une seule ligne. Antoine s'approcha de la table, maintenant avec une confiance renouvelée par le soutien explicite de sa supérieure. Il n'apportait pas de menu, il apportait un ultimatum. « Écoutez, monsieur, je vais être très clair, » commença-t-il, baissant la voix pour une cruelle conspiration. « Cet endroit n'est pas pour vous. Le plat le moins cher ici coûte ce que vous gagnez probablement en une semaine. Pourquoi ne pas nous épargner l'embarras et aller chercher un bistrot au coin de la rue? La nourriture là-bas devrait être plus appropriée à votre budget. » Chaque mot était un coup calculé. Antoine souriait, un sourire fin et pervers. Il se délectait du pouvoir qu'il avait à ce moment-là. « Je ne veux pas avoir à appeler la sécurité, » conclut-il, la menace maintenant explicite. Sophie observait de loin, avec un signe d'approbation. La défaite de Monsieur Dubois semblait complète. Il était acculé, humilié publiquement, sans même avoir réussi à voir le nom du plat qu'il avait rêvé de commander pendant 40 ans. La barrière était infranchissable. Le système l'avait rejeté. Il regarda la chaise vide d'Émilie et ressentit une pointe de honte. Il avait échoué envers elle. Pendant un long et douloureux instant, Monsieur Dubois envisagea d'abandonner.
La douleur de cette humiliation était si vive, si semblable à celle qu'il avait ressentie des décennies auparavant, que tout son corps lui criait de fuir. Qu'essayait-il de prouver, après tout? Émilie n'était pas là. Ce restaurant n'était qu'un bâtiment, des briques et du mortier remplis de souvenirs amers. Peut-être qu'Antoine avait raison. Peut-être qu'il n'appartenait pas à cet endroit. Le doute le rongea. Peut-être que je le mérite. La phrase surgit, un poison murmuré par son propre cerveau. Peut-être, après toutes ces années, n'était-il encore que le plongeur effrayé faisant semblant d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Le poids du succès, des bâtiments qu'il avait construits, de l'empire qu'il avait érigé, sembla s'évanouir, le laissant nu et vulnérable, exactement comme ce jour où il fut traité de voleur. Et s'il réagissait et perdait tout à nouveau? Pas l'argent, mais la dignité qu'il avait tant lutté pour reconstruire. La peur le paralysa. Il regarda ses mains tremblantes sur la table. C'étaient les mêmes mains qui avaient lavé des milliers d'assiettes, qui avaient signé des contrats millionnaires, qui avaient tenu la main d'Émilie jusqu'à son dernier souffle. Et puis, le souvenir d'elle revint, non comme une douleur, mais comme une force. Il pouvait entendre sa voix, ferme et pleine d'amour. « Tu n'es pas ce qu'ils disent, Dubois, tu es ce que tu fais. » L'hésitation se brisa. Le doute se dissipa. Il ne partirait pas. Il n'était plus là seulement pour un plat ou pour une vieille promesse. Il était là pour chaque personne qui avait été jugée, diminuée et considérée comme invisible. Il releva le menton et la lueur d'acier revint dans ses yeux, plus forte que jamais. La décision était prise. Il n'allait pas seulement se battre. Il allait gagner. Le changement de posture de M. Dubois fut subtil mais indubitable. Il ne se recroquevilla pas. Au contraire, il sembla grandir sur sa chaise. Il regarda directement Antoine, la sérénité sur son visage maintenant teintée d'une autorité froide. « Je ne vais nulle part, » dit-il d'une voix basse, mais résonnant avec un pouvoir inattendu. « Je vais dîner, et vous allez m'apporter le menu. » L'audace du vieil homme prit Antoine par surprise. Le serveur, habitué à la soumission ou à la colère impuissante, ne sut pas comment réagir à ce calme provocateur. Pendant une seconde, il hésita. Mais la présence de Sophie et les regards curieux de l'assemblée le forcèrent à doubler la mise. Il devait réaffirmer sa domination. « Ah, oui !» se moqua Antoine, élevant la voix pour que les tables voisines puissent entendre clairement. « Vous allez dîner et vous allez payer avec quoi? De bonnes intentions? Ou peut-être attendez-vous que quelqu'un ici ait pitié et paie l'addition pour le pauvre petit vieux ?» L'offense fut délibérément publique. Les rires étouffés qui suivirent furent comme des couteaux. M. Dubois sentit les regards sur lui, certains de pitié, d'autres de mépris, mais la plupart d'un amusement morbide. Il devenait l'attraction de la soirée. Malgré tout, il garda son sang-froid. « Le mode de paiement ne vous regarde pas. Votre fonction est de me servir, comme tout autre client. » Il tenta de faire appel au professionnalisme, à la logique, mais la logique avait abandonné cette salle. L'assemblée regardait passivement, comme si elle assistait à une scène de théâtre, distante de l'humanité brute qui se déroulait devant elle. Voyant que l'humiliation verbale ne produisait pas l'effet désiré d'expulser M. Dubois, Antoine décida de monter d'un cran. Il avait besoin de renfort. Il se tourna vers la table voisine où un groupe de jeunes cadres buvait du whisky cher. « Messieurs, excusez-moi de vous déranger, » dit Antoine d'un ton faussement conspirateur. « J'essaie d'expliquer à ce citoyen que c'est un environnement familial, un lieu de classe. Sa présence dérange tout le monde. Vous ne trouvez pas ?» Il chercha la validation et l'obtint. L'un des jeunes, en costume brillant, regarda M. Dubois avec dédain et dit « Il a raison. Qu'est-ce que ce type fait ici? Ce n'est pas une auberge. » Le commentaire fut l'étincelle. L'humiliation, auparavant centrée sur Antoine, devint collective. Un autre serveur, ami d'Antoine, s'approcha et rit. « Quel est le problème, Antoine? Papy s'est perdu de la maison de retraite ?» L'assemblée, auparavant passive, commençait maintenant à prendre parti. Les rires devinrent plus forts, moins contenus.
Le mépris était palpable. Monsieur Dubois était complètement isolé, une cible solitaire dans une mer de visages hostiles ou indifférents. Il regarda autour de lui, cherchant un seul regard de sympathie, un seul geste de soutien. Il n'en trouva aucun. La solitude était écrasante. C'est alors que quelque chose se brisa en Monsieur Dubois. La patience, la dignité calculée, tout céda la place à une vague d'indignation légitime. Il se leva. Le mouvement fut étonnamment rapide pour un homme de son âge. La salle se tut. « Assez !» Sa voix tonna, chargée d'une autorité qui fit taire tout le monde, y compris Antoine. « Qui pensez-vous être pour juger une personne par ses vêtements ou la couleur de sa peau? C'est un établissement commercial, pas un club privé. J'ai le droit d'être ici, autant que n'importe lequel d'entre vous. » Pendant 30 glorieuses secondes, il sembla qu'il avait renversé la situation. Son courage et la force de ses mots en firent rougir certains. Le jeune cadre détourna le regard. La femme au collier de perles sembla soudainement intéressée par son assiette. Antoine et Sophie restèrent momentanément sans voix, choqués par la résistance soudaine. Monsieur Dubois sentit un fil d'espoir. Peut-être que la décence pouvait l'emporter. Mais l'espoir fut écrasé avec une cruauté accablante. Ce fut Sophie, la gérante, qui porta le coup final. Elle s'approcha, le visage masqué d'une fureur glaciale. « Droit? Vous parlez de droit ?» siffla-t-elle. Et puis, se tournant vers l'assemblée, elle projeta sa voix. « Cet homme n'est pas un client, c'est un ancien employé, un voleur qui a été viré d'ici il y a de nombreuses années pour vol. » L'accusation fut dévastatrice. Le mensonge si ancien ressurgit avec la force d'une vérité absolue. L'assemblée haleta. Le murmure qui suivit fut de choc et de confirmation. « Ah, alors c'est ça !» dit quelqu'un. « Un voleur !» La marée tourna instantanément et irréversiblement. La petite victoire de Monsieur Dubois se transforma en son anéantissement. Antoine sourit, un sourire de pur triomphe. Il avait gagné. Sophie continua son attaque, la voix dégoulinant de venin. Il est revenu, probablement pour essayer de voler à nouveau. Il pensait que personne ne le reconnaîtrait. Mais nous avons de la mémoire, n'est-ce pas? Nous protégeons nos clients de gens comme lui. L'attaque personnelle fut chirurgicale et létale. Monsieur Dubois resta paralysé. L'accusation le désarma complètement. Comment pouvait-il se défendre d'un fantôme du passé, d'un mensonge que tout le monde croyait maintenant? Il regarda les visages autour de lui. Il n'y avait plus de pitié ou d'indifférence. Il n'y avait que l'accusation, la peur et le mépris. Il était, aux yeux de tous, un criminel. L'humiliation était totale, absolue. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Il n'y avait plus rien à dire. L'assemblée l'observait, certains riant ouvertement, d'autres secouant la tête en signe de désapprobation. Il était complètement seul, vaincu, noyé dans un mensonge qu'il ne pouvait contester. Antoine s'approcha de lui, le visage à quelques centimètres du sien, et lui murmura, pour que lui seul l'entende, la phrase finale qui scella sa défaite. « Dehors, maintenant ». Vaincu, Monsieur Dubois se retourna. Chaque pas hors de la salle était une torture. Les regards le suivaient, les rires résonnaient à ses oreilles. Il ne se dirigea pas vers la sortie principale. Au lieu de cela, il tourna dans un couloir et poussa la porte des toilettes pour hommes, un refuge anonyme et impersonnel. Le contraste avec le luxe de la salle était frappant. L'air était froid, le silence rompu seulement par le bourdonnement de la ventilation. Il s'appuya sur le lavabo en marbre, les mains tremblantes, et regarda son reflet dans le miroir. Le visage qui le fixait était celui d'un homme vieux et fatigué. L'accusation de voleur brûlait encore dans son esprit. L'humiliation l'avait vidé, laissant un vide glacial, là où il y avait auparavant de la détermination. L'idée de simplement partir, de disparaître dans la nuit et de ne jamais revenir était irrésistiblement tentante. Pourquoi continuer? Cet endroit était empoisonné. Le souvenir d'Émilie, qu'il était venu honorer, avait été profané. C'était peut-être un signe.
Un signe pour laisser le passé derrière lui, pour vendre le restaurant et effacer cette partie de son histoire pour toujours. Il faillit se convaincre. Il faillit céder au poids de la défaite. Ses épaules s'affaissèrent et il soupira à un son de pur épuisement. Il fourra la main dans la poche de son veston, cherchant un mouchoir, mais ses doigts trouvèrent quelque chose de différent. C'était son vieux portefeuille en cuir, usé par le temps. À l'intérieur, dans un compartiment en plastique jauni, se trouvait la seule photo qu'il portait sur lui. Une petite photo décolorée, de lui et Émilie, prise le jour de leur mariage. Elle souriait, le visage rayonnant d'une joie et d'une foi inébranlable. Il regarda ce sourire, ces yeux qu'il avait aimés inconditionnellement, qui avaient vu sa force quand lui-même ne voyait que de la faiblesse. Sa voix résonna dans sa mémoire, non pas la voix douce des rêves, mais la voix ferme qui le réprimandait quand il pensait abandonner. « Relève la tête, Dubois, tu es plus fort que ça. » À cet instant, la honte se transforma en fureur, une fureur froide et concentrée. Ils ne l'avaient pas seulement humilié, ils avaient insulté sa mémoire. Ils avaient transformé son sanctuaire en un cirque. La décision de se battre n'était plus à propos de lui. C'était à propos d'elle. C'était à propos de la promesse. Il ne partirait pas. Il ne se cacherait pas. Il prendrait ce qui lui appartenait. Les mains maintenant fermes, il sortit son téléphone portable. L'appareil moderne semblait étrange au milieu de la tempête de souvenirs anciens. Il composa un numéro de sa liste de contacts rapides. La voix à l'autre bout répondit à la deuxième sonnerie. « Maître Lefebvre. »« Monsieur Dubois, il s'est passé quelque chose? Vous auriez dû m'appeler il y a 1 heure. » La voix de Maître Lefebvre, son avocat et bras droit, sonna inquiète. Monsieur Dubois regarda son reflet une fois de plus. La fatigue était toujours là, mais maintenant il y avait autre chose. Il y avait du feu. « Je suis au restaurant, Maître Lefebvre. J'ai eu un contretemps. » « Quel genre de contretemps ?» demanda l'avocat, le ton passant déjà d'inquiet à professionnel. Monsieur Dubois inspira profondément. « Le transfert a été finalisé ce matin, n'est-ce pas? Tous les documents sont signés, le paiement a été effectué, sans aucune objection. »« Oui, monsieur Dubois, 100%. À partir de 9 heures ce matin, le jardin étoilé est légalement et officiellement votre propriété. » Pourquoi? Une petite courbe, presque imperceptible, se forma sur les lèvres de Monsieur Dubois. C'était l'ébauche d'un sourire, mais il n'y avait aucune joie. Il y avait de la glace. « Parce que je viens d'en être expulsé. » Il y eut un silence stupéfait au bout du fil. Monsieur Dubois pouvait presque visualiser Maître Lefebvre, arrêtant ce qu'il faisait, son esprit traitant l'information absurde. « Expulsé? Comment ça ? » J'ai été accusé d'être un voleur et invité à me retirer par la gérante et par un serveur particulièrement zélé, expliqua Monsieur Dubois, la voix dénuée d'émotion. Il n'avait pas besoin de décrire la douleur. Maître Lefebvre la sentirait entre les lignes. Ils ne savent pas qui je suis. Maître Lefebvre se reprit rapidement. Où êtes-vous maintenant? Dans les toilettes. Ne bougez pas de là. Je suis à 10 minutes du restaurant. Ne faites rien. Attendez-moi. Nous allons régler ça. Mais pas en privé, monsieur Dubois. L'humiliation a été publique. La réparation le sera aussi. La phrase de Maître Lefebvre fit s'emboîter la dernière pièce du puzzle dans son esprit. Il ne voulait pas seulement les licencier. Il voulait que tous ceux qui avaient regardé, qui avaient ri, qui l'avaient jugé, soient témoins de la vérité. Il voulait que le système qui l'avait écrasé soit exposé et démantelé devant tous. « Je sais, Maître Lefebvre, » dit Monsieur Dubois. « Je sais, et j'ai un plan. » Il raccrocha le téléphone, rangea la photo d'Émilie et ouvrit la porte des toilettes. La décision était prise. La chasse avait commencé. 10 minutes plus tard, la porte principale du jardin étoilé s'ouvrit et un homme entra, portant avec lui une aura de pouvoir et d'urgence qui fit se redresser instantanément le maître d'hôtel. C'était Maître Lefebvre. Impeccablement vêtu d'un costume de créateur, des chaussures brillantes et une mallette en cuir coûteuse à la main,
Il était la personnification de la richesse et de l'autorité que ce restaurant appréciait tant. Il n'attendit pas d'être abordé. Ses yeux balayèrent la salle, ignorant les clients, et se fixèrent sur Sophie, la gérante, qui était près du bar, savourant encore sa victoire sur l'intrus. Maître Lefebvre marcha directement vers elle, ses pas fermes et silencieux sur le tapis persan. « Mademoiselle Sophie ?» demanda-t-il d'une voix polie, mais avec un ton d'acier en dessous. Sophie, évaluant le costume coûteux et la posture confiante, esquissa son meilleur sourire professionnel. « Oui, monsieur. En quoi puis-je vous aider? Souhaitez-vous une table ?»« Non, merci, » dit Maître Lefebvre, ouvrant sa mallette. « Mon nom est Maître Lefebvre, je suis avocat. Je représente le nouveau propriétaire de cet établissement. » Le mot « nouveau » fit vaciller le sourire de Sophie. « Nouveau propriétaire? Il doit y avoir une erreur. Monsieur Dubois est le propriétaire, et il n'a rien mentionné concernant une vente. » Maître Lefebvre haussa un sourcil. « Monsieur Dubois est en ce moment dans un avion pour les Bahamas, probablement en train de célébrer l'excellente transaction que nous avons conclue ce matin. Le jardin étoilé a été vendu. Et mon client, le nouveau propriétaire, est ici ce soir, effectuant une évaluation anonyme du service. » Le sang quitta le visage de Sophie. Son esprit paniqua, repassant chaque client dans la salle. Serait-ce le couple d'Américains à la table 5? Le politicien discret dans le coin? Le banquier avec sa femme sur la terrasse? Chacun d'eux semblait un potentiel nouveau patron. Elle regarda Antoine, qui observait la scène avec curiosité, et lui fit un signe discret d'approcher. La peur commença à s'installer, une évaluation anonyme, et elle venait de permettre à l'un de ses serveurs d'humilier et d'expulser un homme. Et si... Non, ce n'était pas possible. C'était impossible. Le nouveau propriétaire, « Il est ici ?» balbutia-t-elle, essayant de garder son sang-froid. « Oui, » dit Maître Lefebvre, savourant le moment. « Et il est plutôt déçu de ce qu'il a vu. Il a été témoin d'un traitement absolument inacceptable envers un monsieur qui a été jugé, humilié et expulsé sur la base de son apparence et d'une accusation calomnieuse de vol. » Antoine, qui était maintenant à côté de Sophie, renifla. « Ah, vous parlez de ce vieux. Je protégeais juste le standing du restaurant. C'était un... » Maître Lefebvre le fit taire d'un regard. Un regard si froid et coupant qu'Antoine ravala le reste de sa phrase. « Le standing de ce restaurant est sur le point de changer radicalement, » dit Maître Lefebvre. Il sortit de sa mallette un document avec plusieurs signatures et sceaux. « Ceci est l'acte final de transfert de propriété. Comme vous pouvez le voir, à partir de 9h03 ce matin, chaque brique, chaque fourchette, chaque grain de sel de cet endroit appartient à mon client. » Sophie regarda le document, les yeux écarquillés d'horreur. Le nom de l'acheteur était là, clair comme le jour, Monsieur Dubois. Elle ne reconnut pas le nom, mais le nom du vendeur, Monsieur Dubois, et les signatures officielles étaient indubitables. C'était réel. Elle avait insulté et chassé un homme devant le représentant du nouveau propriétaire. Sa carrière était finie. Je ne savais pas, commença-t-elle à balbutier. Exactement, coupa Maître Lefebvre. Vous ne saviez pas. Vous avez jugé. Et maintenant, le premier ordre de service de Monsieur Dubois est une réunion avec toute l'équipe. Immédiatement. Ici, au milieu de la salle. L'ordre était absurde. Une rupture totale du protocole. Mais, et les clients? Demanda Sophie, désespérée. Les clients peuvent attendre, dit Maître Lefebvre, sa voix n'admettant aucune réplique. Ou ils peuvent observer. Le choix vous appartient. Rassemblez tout le monde. Cuisiniers, serveurs, personnel de nettoyage, tout le monde. La gérante, maintenant pâle comme un fantôme, commença à appeler l'équipe, la voix tremblante. Antoine semblait encore sceptique, mais la vue du document et l'autorité de Maître Lefebvre le firent obéir. La cuisine se vida. Les serveurs cessèrent de servir. Le murmure dans la salle augmenta à mesure que l'équipe se rassemblait, confuse et effrayée.
Au milieu du chaos croissant, Sophie tenta un dernier acte de désespoir. Elle sortit son téléphone et essaya d'appeler l'ancien propriétaire, Monsieur Dubois. L'appel tomba directement sur la messagerie vocale. « C'est ridicule », murmura Antoine à Sophie. « Ça doit être une sorte de blague, une caméra cachée. » Il ne parvenait toujours pas à relier la figure pathétique du vieil homme qu'il avait chassé à la figure puissante que cet avocat représentait. La tension était insupportable. Où était le nouveau propriétaire? Qui était-il? Maître Lefebvre, réalisant que la scène était prête, marcha vers le couloir des toilettes. Il trouva Monsieur Dubois en attente, le visage calme, les yeux en feu. « C'est maintenant ou jamais, Monsieur Dubois », dit Maître Lefebvre à voix basse. Monsieur Dubois hocha la tête. « C'est maintenant. Si cette histoire vous touche déjà, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je lis et réponds à tous avec beaucoup d'affection. » Tandis que Maître Lefebvre retournait au centre de la salle, Monsieur Dubois resta dans le couloir, observant la scène se dérouler depuis l'ombre. Il était un metteur en scène assistant au premier acte de sa pièce, invisible pour le public et les acteurs. L'équipe, une quinzaine de personnes, était maintenant rassemblée dans l'espace entre les tables. Les cuisiniers dans leurs uniformes blancs, les serveurs dans leurs tabliers amidonnés, le personnel de nettoyage dans leurs uniformes bleus. Leur visage était un mélange de confusion, de peur et de ressentiment. Les clients, quant à eux, avaient cessé de manger et de converser. Le drame inattendu était bien plus intéressant que n'importe quel plat du menu. Maître Lefebvre s'arrêta au centre du groupe, la mallette en cuir maintenant fermée dans ses mains. Il agissait comme un chef d'orchestre sur le point de diriger un orchestre chaotique. « Merci de vous être réunis », commença-t-il, sa voix projetée pour atteindre chaque coin de la salle. Comme je l'ai informé mademoiselle Sophie, ce restaurant a changé de propriétaire et la nouvelle administration a une philosophie très différente sur la façon de traiter les gens, tant les clients que les employés. Il marqua une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Monsieur Dubois observait attentivement les réactions. Certains employés semblaient pleins d'espoir, d'autres cyniques. Sophie et Antoine, cependant, semblaient être à deux doigts d'une crise de nerfs. Le piège se tendait, pièce par pièce. Le plan que lui et Maître Lefebvre avaient brièvement répété dans le couloir était simple, exposer la vérité par couches, permettant à l'arrogance de ses bourreaux de les condamner avant que la sentence finale ne soit prononcée. Maître Lefebvre préparait le terrain, établissant la nouvelle autorité et créant une atmosphère de jugement. Monsieur Dubois savait que l'étape suivante était cruciale. Il devait apparaître, mais pas comme le propriétaire. Il devait être la pièce finale du piège, l'appât. Juste au moment où Maître Lefebvre allait continuer, un obstacle inattendu surgit. Antoine, incapable de contenir son impatience et son arrogance, fit un pas en avant, interrompant l'avocat. « Assez de cette mascarade !» s'exclama-t-il, la voix pleine de dédain. Qui êtes-vous pour venir ici et donner des ordres? Et où est ce fameux nouveau propriétaire? Caché, s'il a quelque chose à dire, qu'il se montre et nous le dise en face. Le défi fut une erreur de calcul monumentale, mais pendant une seconde, il sembla que cela pouvait tout gâcher. L'équipe, intimidée par l'autorité de Maître Lefebvre, regardait maintenant Antoine, dont la rébellion résonnait avec la frustration de certains. Si l'équipe se retournait contre Maître Lefebvre avant la révélation, l'impact serait perdu. Le plan dépendait du choc, de l'inversion soudaine de pouvoir. Antoine, sentant qu'il avait gagné un peu de soutien, se retourna et, à la surprise de Monsieur Dubois, ses yeux le rencontrèrent dans le couloir mal éclairé. « Et vous ?» cria Antoine, pointant un doigt accusateur. « Qu'est-ce que vous faites encore ici ? Je ne vous ai pas dit de partir. Sécurité !» hurla-t-il, regardant vers la porte. « Débarrassez-vous de cet homme une bonne fois pour toutes. » Ce fut le moment d'improvisation. Le dernier obstacle. Monsieur Dubois vit Maître Lefebvre se raidir, prêt à intervenir et à tout révéler. Mais Monsieur Dubois secoua la tête subtilement, un signe à l'avocat d'attendre.
Il décida d'utiliser l'agression d'Antoine comme détonateur final. Il fit un pas hors des ombres, entrant pleinement dans la lumière de la salle. Il ne ressemblait pas à un propriétaire d'empire. Il ressemblait exactement à ce qu'Antoine voyait, un vieil homme humble et effrayé. Il marcha lentement vers le groupe, la tête basse, comme un prisonnier marchant vers son exécution. L'assemblée retint son souffle. Antoine sourit, triomphant. Il croyait que son explosion avait fonctionné, que le vieil homme serait enfin chassé. « C'est ça !» dit Antoine, s'approchant de M. Dubois. « Allons, grand-père, la sortie est par là !» Il était sur le point de poser à nouveau la main sur M. Dubois pour le pousser vers la porte. Le piège était parfaitement armé. Le prédateur était sur le point de toucher l'appât, sans savoir que les mâchoires d'acier étaient prêtes à se refermer sur lui. Monsieur Dubois s'arrêta à quelques mètres d'Antoine et pour la première fois leva le visage et regarda le serveur dans les yeux. Il ne dit rien. Il attendit simplement. Le silence s'étendit pendant 1, 2, 3 secondes. Et puis, Maître Lefebvre, avec un timing impeccable, parla. « Antoine, je ne ferais pas ça si j'étais vous. » La voix de l'avocat était calme, presque désinvolte, mais chargée d'une menace qui fit vibrer l'air. « Mais pourquoi ?» se moqua Antoine, sans quitter M. Dubois des yeux. « Qu'est-ce que ce vieux va faire ?» Maître Lefebvre laissa un léger sourire apparaître sur ses lèvres. « Il ne fera rien. Mais vous êtes sur le point de poser les mains, pour la 2e fois ce soir, sur l'homme qui signe votre chèque de paix. » La phrase de Maître Lefebvre tomba dans le silence de la salle comme une pierre dans un étang. Les ondes de choc se propagèrent instantanément, mais la compréhension ne s'était pas encore formée. Antoine chancela en arrière comme s'il avait reçu un coup de poing. Le visage de Sophie se tordit en un masque d'horreur pure. L'assemblée haleta collectivement. C'était vrai, la blague était réelle. Antoine, désespéré, tenta un dernier bluff. C'est un mensonge, c'est une farce, ça ne peut pas être... Regardez-le. Sa voix était stridente, presque hystérique. Il refusait d'accepter. Sophie, voyant sa propre carrière en jeu, courut soutenir le récit d'Antoine. « Maître Lefebvre, avec tout le respect que je vous dois, c'est une insulte à notre intelligence, dit-elle, sa voix essayant de paraître raisonnable, mais tremblant de panique. Nous connaissons notre clientèle. Nous avons un standard. Ce monsieur, elle gesticula vers M. Dubois avec mépris, ne correspond clairement pas. Antoine a agi correctement, protégeant l'intégrité de notre établissement. Il faisait juste son travail, un travail que je lui ai appris à bien faire, maintenir la classe et la sécurité du jardin étoilé. Elle se présenta comme une mentor, une défenseur de l'ordre, peignant Antoine comme un soldat loyal et M. Dubois comme la menace qu'il avait bravement neutralisée. Sa défense était une forteresse d'arrogance, construite sur des années de préjugés et d'élitisme. Elle croyait sincèrement qu'elle avait raison. Nous ne pouvons pas permettre à n'importe qui d'entrer ici, de déstabiliser l'ambiance et de menacer le confort de nos vrais clients, conclut-elle, regardant les visages riches de l'assemblée, cherchant leur alliance. Si le nouveau propriétaire a vraiment choisi cet homme pour le représenter, alors peut-être a-t-il commis une terrible erreur de jugement sur ce que représente cet endroit. La phrase arrogante plana dans l'air. Une autocondamnation qu'elle ne comprenait pas encore. Elle et Antoine étaient au sommet de leur pouvoir perçu, confiant que la logique du préjugé l'emporterait sur la vérité absurde qui leur était présentée. Maître Lefebvre laissa la défense arrogante de Sophie résonner dans la salle. Il ne l'interrompit pas. Il leur permit à elle et à Antoine de creuser leur propre tombe avec les pelles de l'arrogance. Quand elle eut fini, un silence tendu s'installa. Maître Lefebvre fit alors un pas de côté, laissant un chemin libre entre lui et M. Dubois. « Mademoiselle Sophie, Antoine », commença-t-il, la voix maintenant dénuée de toute politesse, remplacée par un ton glacial de jugement. « Vous parlez de standard, de classe et de jugement. Permettez-moi alors de vous présenter l'homme dont le standard vous devrez suivre à partir d'aujourd'hui. » D'un geste de la main, il désigna M. Dubois. « Mesdames et messieurs,
employés et clients du Jardin étoilé, je vous présente Monsieur Dubois, entrepreneur, philanthrope et, à partir de 9 heures ce matin, l'unique et exclusif propriétaire de ce restaurant. La révélation, cette fois directe et sans équivoque, frappa la salle comme une onde de choc. Antoine chancela en arrière comme s'il avait reçu un coup de poing. Le visage de Sophie se tordit en un masque d'horreur pure. L'assemblée haleta collectivement. C'était vrai. La blague était réelle. Antoine, désespéré, tenta un dernier bluff. « C'est un mensonge. C'est une farce. Ça ne peut pas être... Regardez-le !» Sa voix était stridente, presque hystérique. Il refusait d'accepter. Maître Lefebvre, prévoyant cela, leva le document qu'il tenait. L'acte de propriété signé et authentifié, mais peut-être que ce n'est pas une preuve suffisante pour vous. Puis, il sortit son téléphone de sa poche, appuya sur un bouton et une voix remplit la salle. C'était la voix de l'ancien propriétaire, Monsieur Dubois, enregistrée lors d'un appel vidéo plus tôt dans la journée. Oui, je confirme, j'ai tout vendu à mon vieil ami Dubois, un homme brillant qui a commencé de rien. Il mérite tout. Traitez-le comme un roi. La preuve était irréfutable. La voix de l'ancien patron à qui Sophie et Antoine étaient loyaux les condamnait. Mais l'humiliation n'était pas terminée. Maître Lefebvre fit un signe à l'un des cuisiniers les plus âgés, un homme nommé Jean-Pierre, qui était à l'arrière du groupe. « Jean-Pierre, vous travaillez ici depuis longtemps, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cet homme ?» Jean-Pierre, les yeux embués, fit un pas en avant. « Oui, monsieur, je me souviens, c'était Dubois, le meilleur plongeur que nous ayons jamais eu, le plus honnête. Il a été viré pour une injustice. » Le témoin du passé, la preuve vivante du mensonge que Sophie avait utilisé pour détruire M. Dubois, fut le coup de grâce. Le visage d'Antoine s'effondra, l'arrogance se dissipa, remplacée par une peur abjecte. Sophie tremblait de façon incontrôlable, le menton claquant. La forteresse qu'ils avaient construite s'était effondrée, et ils étaient ensevelis sous les décombres de leurs propres maux. Le témoignage de Jean-Pierre, le vieux cuisinier, fut l'étincelle qui enflamma la salle. Le silence stupéfait explosa en un pandémonium de murmures et d'exclamations. « Mon Dieu, c'est vrai !» murmura la femme au collier de perles, couvrant sa bouche de sa main, le visage rouge de honte. Son mari, qui avait auparavant haussé les épaules, regardait maintenant Antoine avec une pure colère. Le jeune cadre qui avait traité M. Dubois de ce type s'enfonça dans sa chaise, essayant de se rendre invisible. L'Assemblée, qui avait auparavant été complice passive ou active de l'humiliation, se retourna contre ses leaders avec la férocité d'une meute. Les réactions étaient une mosaïque de culpabilité et d'indignation. Un vieil homme à une table voisine se leva et applaudit lentement, un geste solitaire qui fut bientôt suivi par d'autres. Le son des applaudissements grandit, non pas pour M. Dubois, mais contre Sophie et Antoine. C'était un son de jugement. Les employés auparavant divisés regardèrent maintenant leurs anciens chefs avec un mélange de peur et de mépris. L'ami d'Antoine, qui avait raillé M. Dubois, recula vers la sécurité de la cuisine, abandonnant son collègue. Les autres serveurs s'éloignèrent de Sophie, créant un vide autour d'elle. Elle et Antoine étaient sur une île, et la marée de l'opinion publique montait rapidement pour les noyer. « Quelle honte !» cria quelqu'un du fond de la salle. « Chasser un homme pour ça !» La colère collective, auparavant dirigée contre M. Dubois, avait maintenant une nouvelle cible bien méritée. Sophie tenta de parler, peut-être pour s'excuser, peut-être pour se justifier, mais sa voix fut engloutie par le bruit croissant. Elle regarda autour d'elle, cherchant un allié, un visage amical, et n'en trouva aucun. La même solitude qu'elle et Antoine avaient imposée à M. Dubois les consumait maintenant. Désespéré, Antoine tenta un dernier recours. Il se tourna vers M. Dubois, les yeux suppliants. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît, je ne savais pas, je ne faisais que suivre les ordres. »« C'est elle !» dit-il, pointant du doigt Sophie. La trahison finale, l'acte lâche d'un homme essayant de sauver sa propre peau, scella son destin. L'accusation d'Antoine contre Sophie fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase.
La gérante le regarda, la trahison imprimée sur son visage, et s'effondra finalement. Les larmes qu'elle retenait commencèrent à couler, mais ce n'étaient pas des larmes de repentir, c'étaient des larmes d'apitoiement. La chute fut spectaculaire. Monsieur Dubois, qui était resté silencieux pendant toute la révélation, fit finalement un pas en avant. La salle se tut instantanément, tous les yeux fixés sur lui. Il ne semblait pas triomphant. Il n'y avait pas une once de joie sur son visage. Il n'y avait qu'une profonde lassitude et une tristesse infinie. Il marcha lentement jusqu'à s'arrêter devant Antoine et Sophie. Il ne cria pas. Il ne les insulta pas. Sa voix, lorsqu'il parla, était basse, presque un murmure, mais chaque mot coupait comme du verre. « Des ordres ?» répéta-t-il, regardant Antoine. « Ce ne sont pas des ordres qui vous ont fait me traiter de mendiant. Ce ne sont pas des ordres qui vous ont fait vous moquer de mes vêtements. Cela venait de vous, de votre cœur. » Il se tourna ensuite vers Sophie. « Et vous, vous parlez de standard. Le standard que vous avez établi ici était celui de la cruauté, celui de l'arrogance. Vous avez utilisé un mensonge, une calomnie de 40 ans pour détruire un homme devant tous, juste pour protéger votre petit fief de pouvoir. » Il marqua une pause, regardant l'équipe réunie. « Cet endroit ne sera plus gouverné par la peur et l'humiliation. » Il reporta son regard sur les deux. « Antoine, Sophie, prenez vos affaires, vous êtes virés. » La sentence fut prononcée sans colère, ce qui la rendit encore plus dévastatrice. Antoine commença à pleurer, un pleur fort et pathétique. « S'il vous plaît, monsieur, j'ai une famille, je paie un loyer, ne faites pas ça. » Monsieur Dubois l'ignora. Il se tourna vers Maître Lefebvre. « Appelez la sécurité et raccompagnez-les à la sortie. » Sophie, dans un dernier spasme de déni, tenta d'argumenter. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai un contrat. Votre contrat contient une clause de juste cause pour conduite inappropriée et atteinte à l'image de l'entreprise, » dit Maître Lefebvre froidement. « Et j'ai une 50aine de témoins. Voulez-vous vraiment continuer sur cette voie ?» Sophie se tut. La défaite était absolue. 2 agents de sécurité, les mêmes qu'Antoine avait menacé d'appeler, entrèrent dans la salle. Ils s'approchèrent de Sophie et Antoine et avec une fermeté professionnelle les guidèrent vers la sortie. Pendant qu'ils passaient, personne ne les regarda. L'assemblée leur tourna le dos. Ce fut la punition finale, l'invisibilité. Lorsque la porte se referma derrière eux, un silence profond s'empara du restaurant. La bataille était terminée. Monsieur Dubois ne sourit pas. Il ne célébra pas. Il ferma juste les yeux un instant et respira profondément. La première respiration vraiment libre qu'il avait prise dans cet endroit en plus de 40 ans. Dans le silence qui suivit le départ de Sophie et Antoine, la salle du jardin étoilé ressemblait à un champ de bataille après le cessez-le-feu. La tension planait encore dans l'air, mais l'hostilité s'était dissipée, remplacée par une atmosphère d'introspection et de honte. Monsieur Dubois resta immobile au centre du restaurant, l'épicentre de tout ce qui s'était passé. Il ouvrit lentement les yeux, le poids des décennies semblant s'évaporer de ses épaules. Maître Lefebvre s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous avez réussi, monsieur Dubois, » dit-il à voix basse. Monsieur Dubois hocha seulement la tête, un geste minimal de reconnaissance. Sa victoire n'était pas douce, elle était nécessaire. Jean-Pierre, le vieux cuisinier, traversa la salle et s'arrêta devant son ancien collègue. « Bienvenue de retour, Dubois, » dit-il, la voix brisée par l'émotion, tendant une main ridée et marquée par le travail. Monsieur Dubois la serra fermement. « C'est bon d'être de retour, Jean-Pierre. » Dans cette poignée de main, un pont fut construit sur un abîme de 40 ans. Ils n'étaient plus le plongeur et le cuisinier, ils étaient 2 survivants. Sans dire un mot de plus, Monsieur Dubois se retourna et marcha vers sa table dans le coin, la table qui avait été le catalyseur de toute la soirée. Il s'assit sur la chaise, le corps enfin détendu. Il regarda la chaise vide à côté de lui, où Émilie aurait dû être, et un léger sourire, presque imperceptible, effleura ses lèvres. Il n'avait plus besoin du plat. La promesse avait été tenue d'une manière beaucoup plus profonde.
Il se leva, marcha vers la sortie, et en passant la porte, il ne regarda pas en arrière. Il ne sortit pas comme un client humilié ou un propriétaire triomphant, mais simplement comme un homme qui avait réglé ses comptes avec son passé. Quelques jours plus tard, le contraste était frappant. Dans une scène rapide et sans dialogue, nous voyons Antoine, en costume froissé, tenter un entretien dans un modeste restaurant. Le gérant le reconnaît. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre dans la communauté des restaurateurs de la ville. Le gérant secoue la tête négativement et Antoine sort, le visage marqué par la défaite et le désespoir. Il n'était plus le prédateur, il n'était qu'un autre homme luttant pour survivre, dépouillé de l'arrogance qui le définissait. En revanche, le jardin étoilé était en pleine transformation. Monsieur Dubois ne le rebaptisa pas et ne changea pas la décoration luxueuse. Le changement était plus profond. Il promut Jean-Pierre chef de cuisine et l'une des serveuses les plus âgées et les plus gentilles gérantes. La nouvelle politique de la maison fut résumée sur une petite plaque de laiton polie, placée discrètement près de l'entrée. Dans cette maison, tous sont les bienvenus. La valeur d'une personne ne réside pas dans son portefeuille, mais dans son cœur. La scène suivante montre Monsieur Dubois dans son restaurant, non pas à une table isolée, mais circulant parmi les clients, conversant avec une famille de touristes, riant avec un groupe d'étudiants qui partageaient un plat principal unique, traitant tout le monde avec la même dignité. Il n'était pas un propriétaire distant, il était l'hôte de sa maison, veillant à ce que chacun se sente vu et respecté. Il s'arrêta à une table où une jeune femme, clairement à son premier rendez-vous et nerveuse, avait renversé un verre d'eau. La nouvelle gérante s'approcha immédiatement, non pas avec reproche, mais avec un sourire chaleureux et un chiffon propre, calmant la jeune femme et transformant un moment de honte en un moment de connexion humaine. Monsieur Dubois observa, satisfait. L'âme du restaurant était en train de guérir. Une semaine plus tard, le test final eut lieu. Monsieur Dubois était à l'entrée du restaurant, conversant avec le maître d'hôtel, lorsqu'un jeune homme entra. Il était l'image miroir de Monsieur Dubois cette nuit fatidique. Des vêtements simples, des chaussures usées, un regard d'hésitation et de peur, comme s'il s'attendait à être expulsé à tout moment. Il tenait un seul journal d'annonce d'emploi. Le maître d'hôtel, un vestige de l'ancienne équipe en cours de reconversion, se raidit instinctivement, l'ancien préjugé menaçant de refaire surface. Il ouvrit la bouche pour dire que le restaurant n'embauchait pas. Mais avant qu'il ne puisse parler, Monsieur Dubois intervint. Il ne se présenta pas comme le propriétaire. Il s'approcha du jeune homme avec un sourire doux. « Bonsoir. Vous cherchez quelque chose ? J'ai vu une annonce. Et pour plongeur ?» balbutia le jeune homme s'attendant au refus. Monsieur Dubois lui posa la main sur l'épaule, un geste d'accueil, l'exact opposé de ce qu'Antoine lui avait fait. « Vous êtes venu au bon endroit, » dit Monsieur Dubois, « mais aujourd'hui, vous ne ferez pas la plonge. Aujourd'hui, vous êtes notre invité. » Il guida le jeune homme stupéfait vers la meilleure table du restaurant, la même qu'il avait choisie. « Commandez ce que vous voulez. C'est offert par la maison. » Le jeune homme resta sans voix. Le maître d'hôtel observait, choqué et profondément embarrassé, comprenant enfin la leçon. Monsieur Dubois n'avait pas besoin d'en dire plus. Son action prouvait sa transformation. Il n'était plus la victime cherchant réparation, ni le vengeur appliquant la justice. Il était devenu la personnification de la compassion, brisant le cycle de l'humiliation et offrant à un inconnu la dignité qui lui avait été un jour refusée. Son voyage était terminé. L'histoire de Monsieur Dubois nous rappelle une vérité puissante et souvent oubliée. La vraie valeur d'une personne ne peut jamais être mesurée par l'apparence, les vêtements qu'elle porte ou l'argent qu'elle a en poche. La dignité est un droit de naissance, pas un privilège à conquérir. Combien de fois dans notre quotidien jugeons-nous un livre à sa couverture? Combien de fois tirons-nous des conclusions hâtives sur quelqu'un en nous basant sur des stéréotypes ou des préjugés? Le voyage de Monsieur Dubois
de l'humiliation à la rédemption, ne concerne pas seulement la vengeance. Il s'agit de briser un cycle. Il s'agit du courage de se lever contre l'injustice, non pas pour détruire l'oppresseur, mais pour construire un monde meilleur, un monde où l'empathie l'emporte sur l'arrogance. Il n'a pas seulement récupéré son restaurant, il l'a transformé en un phare d'espoir, un lieu où tous sont vus, entendus et respectés. Cette transformation est une invitation pour chacun de nous. Une invitation à regarder au-delà des apparences, à défier nos propres préjugés et à défendre ceux qui sont traités injustement. Le changement commence par de petites actions. Un sourire à un inconnu, un mot de soutien à ceux qui sont rabaissés, le refus de participer au commérage ou au jugement. Si l'histoire de M. Dubois a touché votre cœur, et si vous croyez que le respect et la dignité sont pour tous, sans exception, je veux vous faire une demande très spéciale. Laissez un « oui » dans les commentaires. Juste ce mot. Chaque « oui » est une voix qui se joint à un cœur, affirmant que nous croyons en un monde avec plus de compassion et moins de jugement. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui s'est senti invisible ou qui a besoin de se souvenir du pouvoir de l'empathie, partagez cette vidéo. Répandons cette chaîne du bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car nous avons beaucoup d'autres histoires, comme celle de M. Dubois, des histoires réelles et émouvantes qui nous inspirent à être de meilleures personnes. Votre abonnement nous aide à continuer à produire du contenu qui fait la différence. Merci d'avoir regardé et de faire partie de cette communauté. N'oubliez pas, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Un petit geste de gentillesse peut avoir un impact que vous n'imaginez même pas.